les liens entre le patronat et les médias en France sont si massifs, sont si omniprésents qu'on a presque tendance à ne plus les voir, au point qu'il faut parfois fournir un petit effort d'imagination pour les mettre en relief. Alors, figurons-nous, comme ça juste un instant, une société dans laquelle, par exemple la CGT, Xavier Mathieu et Droit Devant seraient les propriétaires, les actionnaires majoritaires du monde, et auraient nommé François Ruffin à la tête d'une société où le syndicat Sud contrôlerait Libération, où le quotidien ne serait pas dirigé par Laurent Geoffrin, mais par Annick Coupé, l'ancienne porte-parole de Solidaire, et ces éditoriaux, Annick Coupé, seraient systématiquement repris dans les revues de presse du matin, et Annick Coupé organiserait chaque soir un débat sur France Inter avec François Ruffin. Voilà, imaginons juste un instant le type de questions qu'il poserait aux responsables politiques, le type de sondage qu'il commenterait. D'autant que le propriétaire du Point ne s'appellerait pas François Pinault, mais Alain Krivine. Ce serait Olivier Besancenot qui signerait les éditoriaux. Donc au lieu de la une de la semaine dernière, le meilleur programme pour 2017, Thatcher, eh bien on aurait par exemple le meilleur programme pour 2017, Rosa Luxembourg. À l'Express, bon, pas de signature, le magazine serait détenu en nom collectif par le groupe Kropotkin de la Fédération anarchiste, et les chroniques de Jacques Attali, en fin de journal, seraient remplacées par des textes du comité invisible sur le thème « Comment bloquer le pays ». Alors vous me direz, la presse est aussi le pluralisme. Le Figaro serait depuis 30 ans la chose d'Arlette Laguillet, qui, comme Dassault, ne prendrait la plume qu'une fois par an, mais non pas pour dénoncer l'impôt sur les successions, mais pour rappeler les vertus revigorantes de la lutte des classes. Et tous nous affirmeraient qu'ils produisent une information parfaitement neutre, honnête, exempte de biais, en particulier lorsqu'un conflit oppose les travailleurs au patronat. Eh bien, quiconque prétendrait le contraire, eh bien, serait immédiatement accusé de complotisme. Alors, vous voyez le paysage, c'est un peu le nôtre. C'est un peu le nôtre, nous en sommes presque là. En fait, nous sommes exactement à l'opposé. Les médias ne sont pas contrôlés par des militants ouvriers, ils sont contrôlés par des militants patronaux. On a réalisé la carte, voilà, ça paraît compliqué, mais c'est vraiment très simple. La moitié des premières fortunes françaises possèdent une bonne partie des médias français. Mais j'insiste, ce ne sont pas seulement des sympathisants libéraux, ce ne sont pas des gens qui sont animés de convictions, ce sont des acteurs de l'économie, ce sont des praticiens. Prenez Bernard Arnault, qui figure sur cette carte. Deuxième fortune française, propriétaire du premier quotidien économique en France. En 1980, il a fui la France parce qu'il redoutait la dictature socialiste qu'allait mettre en place François Mitterrand. Il revient en 1984, l'État lui vend pour un franc symbolique l'empire du textile Boussac, et là, il pratique des dizaines de suppressions de postes et des dizaines de milliers de licenciements. Patrick Drahi. Patrick Drahi, il contrôle quand même Libération, il contrôle l'Express, il contrôle l'Expansion, BFM TV, RMC, pardon. Mais surtout, il contrôle SFR, et il a annoncé cet été 5000 suppressions de postes, après 125 licenciements réalisés à l'Express. Patrick Drahi, c'est quelqu'un qui très récemment a comparé les salariés à des machines à laver en panne, dont la garantie Darty aurait expiré. Xavier Niel, qui est copropriétaire du Monde, de l'Observateur, de Télérama, est aussi propriétaire de Free, réseau Internet, chez qui on a fiché et on a menacé certains salariés qui étaient suspectés d'activité syndicale, ça se passait à Marseille, comme si c'était une infraction. Plus récemment, à l'Obs, une journaliste, Aude Lancelin, a été licenciée parce qu'elle était suspectée d'être de gauche. Alors ces propriétaires ont nommé à la tête des grands médias des dévots qui mettent un point d'honneur à ressembler à leurs employeurs. Je vous cite Laurent Geoffrin, qui a dirigé alternativement le Nouvel Observateur et Libération depuis une vingtaine d'années. Je cite Geoffrin. Au Nouvel Observateur, je suis le seul à avoir licencié des salariés. Maintenant, il n'est plus le seul. À Libération, j'ai résisté à 3 grèves générales. Un beau palmarès. Mais le même Geoffrin va nous expliquer qu'il produit une information parfaitement honnête, neutre,
exempte de biais politiques et sociaux, en particulier quand un conflit oppose les travailleurs et le patronat. Et tous seront témoins du mariage auquel nous assistons, de Pierre et de François, et à vrai dire, dans le domaine de l'information, les noces de l'État et du MEDEF sont déjà célébrées et même consommées depuis assez longtemps, puisque chaque année, François, l'État, attribue aux entreprises de presse 1,4 milliard d'euros de subventions et d'aides publiques, ce qui représente 20% du chiffre d'affaires de la presse en France. Alors voilà, comment est-ce qu'on change le monde dans ces conditions? Comment simplement on mène la bataille d'idées lorsque ceux qui imposent les thèmes dont on parle, donc les thèmes dont on ne parle pas, sont les cadres du Parti de l'Ordre? En Grèce, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, les médias ont agi comme des forces d'opposition à chaque fois qu'un gouvernement de gauche, même modéré, arrivait au pouvoir. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement, je crois, de séparer l'État et le MEDEF, mais de séparer les médias de l'État et du MEDEF.